Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue à vous tous qui êtes présents physiquement dans ce salon proche du cercle interallié. Bienvenue aussi à tous ceux qui participent à cette conférence en visioconférence. Au nom du groupe MESCAR et de la CICAF Procléro, je suis très heureux de vous accueillir et de vous retrouver pour cette nouvelle conférence Procléro qui aura lieu, comme la dernière fois, sous forme d'une table ronde. Avant d'introduire nos intervenants de ce jour, je souhaite vous partager une nouvelle importante dans l'actualité de la finance et de la doctrine sociale de l'Église. Je vous avais parlé à plusieurs reprises, pour ceux qui sont habitués de ces conférences Procléro, à la publication imminente, elle a été longtemps imminente, publication par le Saint-Siège d'un document sur les critères éthiques d'investissement financier. En fait, deux documents ont été publiés. Il y en a un premier, le 12 juillet dernier, sur la politique d'investissement du Saint-Siège, qui est un document qui émane du secrétariat pour l'économie, et puis, qui est en anglais pour l'instant, et puis un deuxième document, celui attendu plus particulièrement, Mensuram Bonam, qui vient d'être publié par l'Académie pontificale des sciences sociales. À l'origine, ce document devait être publié par le Dicaster pour le service du développement humain intégral, dont le préfet était le cardinal Peter Turkson, que nous avions eu la joie d'accueillir à Paris en 2019. Et finalement, c'est l'Académie pontificale des sciences sociales qui a publié ce document. Cette académie, maintenant, dont le grand chancelier est le cardinal Peter Turkson. Ce document a été publié le 10 novembre. Il est encore en anglais, les traductions, je pense, se préparent. Et on est très heureux de la sortie de ce document tant attendu. Et j'en profite pour remercier particulièrement M. Jean-Baptiste de Françu, qui est parmi nous ce matin, président de l'Institut des œuvres de religion, qu'on appelle ordinairement, vulgairement la Banque du Vatican. Jean-Baptiste de Françu, qui a été vraiment la cheville ouvrière inlassable de ce document, qui a travaillé plusieurs années à la préparation de ce document. Procléro avait été invité à participer à ce groupe de réflexion qui a travaillé à la rédaction de ce document. C'est Pierre de Lauzun qui a représenté Procléro et qui a participé à toutes les réunions à Rome pour préparer ce document. C'est l'occasion aussi de remercier Pierre de Lauzun pour ce travail de longue haleine pour la publication de ce document Mensuram Bonam. Voilà, que évidemment je vous invite à lire Mensuram Bonam, vous le trouverez sur Internet aisément. Et si ça vous intéresse aussi, la politique d'investissement du Saint-Siège, publiée le 12 juillet dernier. Je vous rappelle aussi qu'il a été publié aussi le 12 juillet dernier, décidément c'est une date féconde, le livre La vocation de l'investisseur, la lumière de la doctrine sociale de l'Église, ce livre qui a été rédigé par un groupe qui s'appelle Ora et Tabora de professionnels, qui à l'époque je les appelais des jeunes professionnels, mais le temps passe, et puis l'Église aussi. Ce livre est le fruit d'un travail de réflexion, de formation, de réflexion et de rédaction, qui a été mené sous la direction de don Jean-Rémy Lanabert, auprès de la Communauté Saint-Martin et moi-même. Et en tous les cas, nos politiques et législateurs sont lancés à pleine vitesse. Je laisserai d'autres en parler. Dans le même temps, vous avez une actualité fort intéressante sur les tentations. Alors, j'ai une technique qui s'est une faillite, il y a quelques jours, une faillite retentissante. FTX, c'est les crypto-monnaies. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, les crypto-monnaies, c'était l'avenir du monde, ça permettait d'éviter à peu près tout, les fraudes, d'éviter les manipulations, puisqu'il y a une technologie extraordinaire dessous qui s'appelle la blockchain. C'est la blockchain qui est en cause dans notre histoire. Finalement, ce n'est qu'un outil
Finalement, l'escroquerie existe toujours, la tentation du gain, la tentation de l'argent est toujours extrêmement présente. On va regarder cette histoire FTX, finalement, elle est d'une simplicité, j'allais dire, biblique. Il n'y a que de l'humain, que de la défaillance, et que de l'envie de gagner de l'argent assez rapidement et à la chair. Dans le côté techno, FTX était promulgué comme la place de marché des traders. Elle valait 32 milliards une journée avant sa faillite. Ça laisserait peur. Elle laisse aujourd'hui à peu près 8 milliards de dettes et 1 million de créanciers potentiels. Enfin, on n'a pas fini puisque hier, au moins 3 autres plateformes se mettaient en faillite du fait des conséquences. Donc, regardons, puisque nous sommes dans le sujet des tentations, il s'agissait de quoi finalement? De spéculer pour son compte propre sur des instruments virtuels créés par soi-même. FTX a créé ses produits. Finalement, des choses qui sont finalement connues depuis fort longtemps et pas bien, les choses en cadenne. Jouer le compte propre avec l'argent, c'est déposant, c'est absolument pas bien. Il y a des banques qui sont capables de faire ça. Mais chèrement encadré. En gros, on masque ensuite des opérations. Alors là, des montages extraordinaires. Il y a 130 sociétés à participer à l'opération. Je souhaite bien du plaisir aux liquidateurs. Tout ça est logé aux Bahamas. Alors, il y a des raisons. Les Bahamas se voyaient comme l'avenir de la crypto. Sauf que, finalement, c'est une fausse réglementation. C'est une réglementation à pas coût et sans moyens. On peut supposer que ce genre de société, aux États-Unis ou en France, n'aurait pas survécu, puisque, chose frappante, il n'y avait pas de directeur financier. 130 sociétés, aucun directeur financier. Je pense qu'un régulateur, un supervisateur normal pourrait déjà poser la question. Les Bahamas, c'est aussi c'est la fiscalité. On s'y installe, c'est très intéressant. Donc, pays réglementairement faible et fiscalement intéressant, donc je gagne le double. On donne des gages de bonne humeur aussi. Donc, FTX, c'est un patron emblématique, c'est un jeune prodige, le succès à l'américaine. On donne de l'argent à des partis politiques et aussi dans le sponsor sportif, on donne un peu des leçons finalement. Ça permet de se donner une bonne conscience. Ça attire aussi le logo. Et c'est aussi ça le sujet. Il faut trouver à un moment donné des investisseurs. Alors, il y a 2 types d'investisseurs. Il y a ceux qui ont investi dans les produits. Et puis, comme ça valait 32 milliards, il y avait des actionnaires. Vous attirez par une chose, je vous rappelle, la technologie, la nouvelle technologie, les nouvelles frontières. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas le blockchain, ce n'est pas la technologie qui est en cause, c'est un outil. Et finalement, la première tentation, c'est de se laisser aveugler par un outil, et d'être mené par un outil, ou de n'utiliser qu'un outil pour ce qu'il est. Finalement, rien ne peut changer dans vos histoires. On cherche le gain rapide. Vous avez identifié 4 tentations, je viens d'en traiter une, qui est la problématique de la finance un peu sans éthique, et plus précisément, finalement, l'escroquerie. Nous en avions d'autres, c'est la finance sans homme, celle sans finalité et celle qui est hors sol. Alors, je pense qu'on peut tout mélanger, on avait pris ces thématiques pour essayer de les éclairer, et en fait, on peut les regarder à la fois groupées par paire, et ainsi de suite, et toutes les combinaisons sont possibles. En 2016, encore une fois, le sujet était vu par nos politiques régulateurs, plus jamais ça. Il fallait empêcher les errements de la finance d'avant, qui avait permis des prises de risques absolument extraordinaires, fait croire qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent sans risque. Un produit intéressant à l'époque, le subprime, qui avait des notations, des agents de notation extraordinaires, des AAA, avec une structuration somme toute encore assez simple, qui permettait de vendre à des banques qui ne comprenaient absolument rien aux produits, des produits très facilement pendant longtemps. Donc il fallait absolument encadrer. Ça, c'est 2016. Je n'ai jamais vu autant de textes sortir en si peu de temps. Ça a touché tous les secteurs financiers, là, donc l'assurance, les services d'investissement. Il fallait encadrer un monde prudentiel. Prudentiel, c'est des ratios, surveiller, faire du reporting. Mais c'est également aussi, il fallait moraliser.
voilà, c'est toujours inquiétant. Et le comportement sur les marchés, hein, là aussi, on a des volets de texte. Question centrale était quand même la bonne gouvernance. Hein. C'est bien la technique, mais finalement, ce qui est important, ce sont les hommes et les femmes au sein de ces établissements et le sens. Et s'assurer que tout ceci fonctionne. C'est aussi la formation des grands superviseurs. Hein. Les banques européennes sont sous supervision de la Banque centrale européenne, qui a le feu sacré et qui surveille au quotidien, et franchement au quotidien, qui va peut-être s'ingérer dans la gestion. Il y aura toujours effectivement des tentations dans les deux sens. En 2016, on a été aussi préoccupé par les déséquilibres apparaissants. Je vous rappelle que 2016, on commençait à vivre depuis 2 ans des taux bas, très bas, nuls, voire même négatifs. Pour l'investisseur, un vrai sujet. Ça veut dire que la notion de temps n'a plus de valeur. Finalement, j'ai un intérêt finalement à consommer, à détruire. C'est un système qui a généré beaucoup de déséquilibres. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train aussi d'en payer un petit peu les conséquences. Mais là n'est pas mon point, c'est toujours derrière les outils et l'intérêt. La finance sans homme, moi je travaille au sein d'une banque et la technologie est présente à tous les étages et partout. Chose m'a frappé. Le secteur financier, c'est le secteur quasiment le plus avancé dans les technologies du machine learning, donc l'apprentissage automatique, et de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Alors, plein d'usages, pour tous les usages, face à nos clients. Aujourd'hui, vous appelez votre banque, vous allez pour non négligeable, vous adressez à un chatbot, un robot. Je vous mets même au défi de savoir que c'est un robot. Nous avons des clients qui remercient le robot. Ces robots fonctionnent sur des algorithmes, sur des modèles. Ils apprennent, ils vous connaissent, ils apprennent, ainsi de suite. Il n'y a plus d'humain, pas besoin. Pourquoi on met plus d'humain? Eh bien, on met plus d'humain parce que la réglementation, en termes de conseil financier, par exemple, est devenue tellement complexe qu'on craint que l'humain en oublie. Le robot, il est bête, il n'oublie jamais. Il saura tout traiter. On lui fait ingérer votre profil, on lui fait gérer votre profil de gestion historique, et on lui projette les évolutions de marché. Il saura parfaitement pour répondre sur un certain nombre de questions. Puis quand c'est bien compliqué, il passera la main à l'humain. Chose rassurante. Les modèles, on les utilise même pour aider nos conseillers à vous conseiller. On utilise les modèles évidemment dans les salles de marché pour prendre des décisions de gestion, même pour gérer les risques. Les modèles sont partout présents. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller très vite, de décider très vite, toujours le court terme. Ça permet aussi d'éviter les erreurs, probablement aussi des coûts. J'ai besoin de moins de monde. Alors ceci, c'est un peu apparent, puisqu'il commence à y avoir des contre-pouvoirs. Mon cher superviseur, la Banque centrale européenne accorde une importance immense au modèle risk management. Alors moi qui suis un littéraire, je découvre avec horreur le monde des comptes, des gens qui développent des modèles. Mais, sujet extrêmement intéressant, derrière ce modèle, il y a de la réflexion, il y a des hypothèses, et finalement, on réinjecte de l'humain, beaucoup d'humain là-dedans, de l'intelligence. Mais la question toujours première, c'est à quoi ça sert? Et est-ce que j'utilise le bon modèle pour faire une bonne chose? Je traiterai pas de ce sujet-là, parce qu'on pourrait y passer des heures. Aujourd'hui, un gestionnaire de fonds utilise des modèles. Une question fondamentale, est-ce que ce modèle, conçu peut-être pour l'industrie pharmaceutique dans les années 60-70, est le bon modèle pour gérer les fonds? Question qu'on peut se poser aujourd'hui. Mais vous voyez bien que la tendance pour nos finances, c'est pour éviter les erreurs, pour améliorer l'efficacité, pour gagner toujours plus de temps, donc un peu plus d'argent, c'est se passer de l'homme. Dans tous les cas, on en met beaucoup moins, on en paye un peu moins, très cher, mais le reste, on s'en passe. C'est la crainte de l'erreur. Voilà, c'est une des grandes tentations actuelles. On répondra que ça permet de sécuriser, ça vous permet de répondre au client quand il veut. Hein, le client est roi, est-ce qu'il veut téléphoner à la banque à minuit le dimanche soir? Il aura sa réponse. J'ai une finance sans éthique aussi. Une finance sans éthique, je vous ai parlé de la FTX. Et ça, c'est la délinquance financière, c'est un des sujets, il y en a d'autres. Toujours le court-termisme.
c'est un peu pour les militaires, c'est le système du je tire et j'oublie. Hein. J'ai un hélicoptère, plutôt que d'aller vraiment sur la ligne de front, je tire dans le site, il ira tout seul et je m'en vais. Et bien dans les finances, on peut exactement avoir ce comportement de je tire et j'oublie. Oui, je fais une opération seulement pour les gains qu'elle m'apporte. Finalement, le produit sous-jacent, le marché sous-jacent, finalement, n'est pas mon sujet. Ça a beaucoup existé, mais je vous rassure, ça existe toujours. Alors, les secteurs financiers, aujourd'hui, sont de plus en plus vigilants à la demande de leurs régulateurs, mais pas que, aussi ont pris conscience de ça, et ça s'encadre de plus en plus, notamment par les rémunérations. Mais voyez bien que si on est obligé d'encadrer, ça veut dire que nous, en tant qu'humains, nous sommes toujours tentés. Et c'est cet équilibre toujours fort intéressant entre mon libre arbitre d'homme qui me laisse faire le bien ou le mal, et nos institutions. Nous ne voulons pas que le mal s'institutionnalise, on l'encadre. Donc on a toujours cette tentation du court terme, du gain instantané. Vous voyez que ce sont les outils, les technologies sont des accélérateurs dans tout ça. Hein, parce que finalement, je peux jouer sur les déséquilibres sur les marchés, sans d'ailleurs m'intéresser au marché, je m'en fous. Parce que la seule chose qui va m'intéresser, c'est de détecter des éclairs. Il y a des outils qui sont dressés à ça, et je fais des allers-retours. C'est plus un marché, c'est un casino. Enfin, même un casino biaisé, parce que je sais gagner finalement. Donc vous regardez aujourd'hui les masses et les liquidités présentes, ce sont aussi des accélérateurs. La tentation est toujours donc la même, c'est d'utiliser l'outil pour ce qu'il est et non pas à quoi il sert. Et finalement, notre obligation, c'est de prendre du recul et de revenir à cette question. À quoi cela sert-il au fond? Les finances sans finalité. Alors j'ai quelque chose qui est un peu à cheval entre les deux, du sans éthique et sans finalité. Hein, je vous l'avais dit en 2012. Ça avait commencé un peu avant, c'était le grand débat de la bonne finance, de la mauvaise finance, du compte propre et du compte pour client. J'ai assisté à des heures de débat, j'ai écouté l'Assemblée nationale, les discussions au Trésor, à la Commission européenne, partout, personne n'a jamais réussi à trancher le bien du mal, c'est assez rassurant d'un certain côté, du compte propre, du compte de client, quand on s'aperçoit qu'on a toujours besoin d'un peu des deux. Finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'hommes et femmes, au sein de nos institutions financières, on doit évidemment en permanence se reposer la question de à quoi sert ce que je fais? Est-ce que je me laisse entraîner par mes outils? Est-ce que je me laisse entraîner par cette magnifique technologie? Est-ce que je perds en fait le sens? Je me noie dans mes modèles? Je me rassure d'ailleurs dans mes modèles, parce que finalement, attention, le vrai sujet, je pense, et c'est de plus en plus vrai, c'est de faire confiance à des outils et prendre des décisions seulement sur des outils. Et on oublie que finalement, derrière, le rôle de la finance, hein, et c'est mes camarades prendront plutôt la parole sur ce sujet, ça sert à quelque chose et ça apporte finalement des services. L'ingénierie financière aujourd'hui continue à se développer à grande vitesse, elle est plus créatrice. Elle n'est pas mal en plus. Ce n'est pas le mal. En tant que banque, j'ai besoin de produits de couverture. Pour moi-même, pour mes clients. Vous êtes investisseur, vous n'êtes pas obligé de supporter un risque de taux, un risque de change. Ce n'est pas ça votre finalité. Tout ce qui s'intéresse, c'est de financer, de contribuer au développement d'une entreprise. Donc les produits de couverture, ce n'est pas le mal. Par contre, d'utiliser des produits de couverture seulement pour générer du trading, oui, ça pose une vraie problématique, ça ne sert à rien, si ce n'est à gagner de l'argent instantanément, en générant des déséquilibres élevés. Puisque si vous gagnez de l'argent, il y a bien quelqu'un qui risque d'en perdre à l'époque. Ce sont des jeux à somme nulle. Alors, pour finir, j'ai quelques éléments de satisfaction, quand même. J'observe dans le monde de la finance, quand même, que les choses se sont transformées. Alors, je veux dire par là que n'existe pas. Hein. Et moi, je suis rentré dans le monde de la finance, un bilan d'une banque, une très grosse banque française, au moins 50% de son bilan a été composé d'actifs en juste valeur, en gros, activité de trading. Aujourd'hui, sur cette même banque, ces mêmes actifs sont en dessous des 20%. Ça veut dire que cette banque prête de l'argent, elle fait son métier de banquier. Elle prête de l'argent à des gens qui ont des projets immobiliers pour les particuliers, création d'entreprises pour les entreprises, accompagnement de grands projets d'infrastructure. Donc les choses sont en train de changer
Mais en toute tentation, c'est quotidien, c'est énorme. Et en permanence, à nous, à vous tous, et en fait, c'est là le sujet. On peut poser la question de ce que je suis en train de manipuler, à quoi ça sert, est-ce que je me laisse pas un peu aveugler par le côté assez sympa de ce nouvel outil. Est-ce que je fais pas un peu confiance aux gens qui ont monté un super modèle, qui seraient bien capables de vous expliquer? Et posez-vous toujours la question de à quoi cela sert-il et qu'est-ce qui restera de tout ça dans 6 mois, 6 ans. Merci. Merci Geoffroy. C'est une bonne transition vers les questions dont je voulais parler. Quand on avait travaillé sur les livres sur l'évolution de l'investisseur, on appelait on désignait ce dont vient de parler Geoffroy, les restovés, c'est pas nous qui l'avons inventé. Je vous propose là de dire un mot sur les aspirations à une transformation du monde de la finance. Alors, au travers de quelques éléments historiques et 2 crises économiques et financières mondiales qu'on a connues dans les 15 dernières années. Alors, la première, la crise de 2008, dite crise des subprimes, ou aussi les anglo-saxons disent Global Financial Crisis, et puis la crise sanitaire de 2020, qui a débouché sur une crise globale, dont, à mon avis, les suites sont encore à connaître, puisque du fait de politiques monétaires accommodantes et plans de soutien, on a les effets qu'on connaît aujourd'hui: inflation, hausse des taux d'intérêt, hausse des prix de l'énergie, difficulté d'approvisionnement des matières premières, perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Donc probablement, il y a un consensus qui croit sur ce sujet, une crise à venir dans les économies occidentales. Il faut rester positif. Chaque crise économique, et c'est ce dont je vous dirai un mot, a été porteuse d'un lieu, et on voit que dans le domaine financier, je suis sûr que Geoffroy pourrait donner plein d'illustrations, j'en ai beaucoup aussi. Crise après crise, on apporte des nouveaux mécanismes qui nous tendent à faire espérer, ou à espérer que les erreurs du passé ne se reproduiront pas à travers des compensations, des mécanismes contractuels protecteurs. Et pourtant, je pense que les exemples des crypto-monnaies récents nous le démontrent encore une fois, ce sont toujours un peu les mêmes comportements, les mêmes ressorts comportementaux qui se répètent et qui prennent une nouvelle forme crise après crise. Endettement excessif, prise de risque inconsidérée, spéculation, court-termisme, opacité des montages financiers, cupidité. Moi j'aime bien en parler, ça me fait toujours penser au film Wall Street, Greed is Good, comme disait le personnage incarné par Michael Douglas. C'est quand même un peu une réalité du monde dans lequel on vit. Alors l'Église, elle, porte son regard essaie de porter un regard positif sur cette crise. Elle n'est pas simplement attentive aux effets dommageables, essaie de chercher le potentiel sanitaire, puis l'émergence de nouvelles perspectives, nouvelles promesses. En particulier, à la suite de ces 2 crises, on a vu émerger beaucoup de réflexions nouvelles, dont je voulais vous dire un mot que vous connaissez déjà, parce que je sais qu'elles ont déjà été abordées dans les conférences passées, mais sous l'angle particulier de la transformation en profondeur de la finance. Et en prenant comme cadre la doctrine sociale de l'Église et 4 principes qui sont qui ont déjà été d'ailleurs en partie évoqués, donc on va y revenir. Le principe de la dignité de la personne humaine, celui du bien commun, le principe de subsidiarité, et enfin le principe de solidarité. Alors, si on commence par le principe de primauté de la personne humaine,
si on prend l'exemple de la crise des subprimes, hein, c'était d'abord une crise des institutions financières, hein, des établissements de crédit, c'est la faillite de Lehman, de RBS, de AIG, qui a donné lieu derrière à une crise économique. C'est la finance qui a contaminé le reste du monde. Mais rappelons-nous que c'était avant tout, les subprimes, c'était avant tout une crise immobilière. Et derrière, il y a eu des conséquences de perte d'emploi pour des vies humaines, des personnes qui ont perdu leur toit. Donc la finance a eu un impact sur de nombreuses vies humaines et a généré une prise de conscience que voilà, foncièrement, la finance auto-centrée peut être inhumaine. Hein, c'est la finance sans homme. Alors le pape François, avec toujours son énergie, hein, nous exhortait à être plus attentifs là-dessus. J'aime bien cette phrase qui est tirée d'Evangelii Gaudium. Il n'est pas possible que le fait qu'une personne âgée réduite à vivre dans la rumeur de froid ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de 2 points en bourse en soit une. Voilà, donc ça nous montre bien qu'il faut remettre l'église au milieu du village, ou peut-être remettre l'homme au centre de la finance. Alors, dans la crise de 2020, la crise sanitaire, le lien de causalité était inversé, puisque c'est fondamentalement une crise sanitaire qui a donné lieu à une crise économique et financière. Donc, quoi, le terme crise, on pourrait débattre, disons, des difficultés. Donc, c'était un choix de sauver le plus de vies au monde, le plus de vies humaines possible, pour éviter des souffrances, du malheur, la peine qu'on peut avoir de perdre des êtres chers, la souffrance de la maladie, et de sacrifier l'économie et la finance. Et donc ça s'inscrit bien dans le magistère de l'Église qui nous affirme que c'est l'homme qui est le but de toute vie économique et sociale. Et donc là, on a une bonne illustration. À l'inverse, hein, on peut, ce qu'on fait certains pays, il faut l'admettre, avoir une politique de culture de déchets, de mondialisation de la différence, et de laisser la nouvelle idolâtrie de l'argent, pour reprendre les termes du pape François, prendre le point. Quand on met en perspective ce traitement de la crise sanitaire de 2020, on constate qu'elle allait pourtant bien à l'encontre de la théorie économique libérale, qui est quand même celle qui aujourd'hui domine notre système économique et financier, et qui tente à considérer, et c'est le point de tous les modèles techniques abordés par Geoffroy avant, que voilà, on ne peut appréhender qu'un comportement qu'à travers une grille d'intelligibilité économique. C'est pas ce qui a été fait. On a choisi de donner la primauté à la vie humaine, à l'inverse d'une tendance de la finance ou de l'économie qui peut réduire l'homme à du capital. Je note mon chauffeur, je note mon livreur, je leur affecte des points, et puis finalement je leur donne de la valeur. On voit bien que ces modèles, il faut bien avoir des mécanismes pour appréhender des réalités complexes à travers des modèles financiers, des modèles économiques, des modèles de notation, mais force est de constater que ça nie toujours l'informel, le subjectif, et plus largement le non mesurable. Alors quand même, et sur le plan économique et financier, on voit quand même apparaître, et ça a déjà été évoqué dans ces conférences, mais depuis la crise des subprimes, on a plus optimiste, des modèles d'investissement qui prennent en compte leur contribution sociale. Voilà, souvent à travers des modèles, puisque je compte
si je fais un investissement, évidemment, je regarde mon TRI, l'espérance de gain, mon multiple espéré, mais également les créations d'emplois, la sécurité, la santé, l'accidentologie dans l'entreprise, la promotion des femmes, sont des choses qu'on peut évaluer, qui sont fondamentalement une bonne manière de remettre l'humain au cœur de l'investissement. On y reviendra, c'est qu'on parle de ESG, c'est environnement, social et gouvernance. Et donc là, c'est finalement, il me semble que la primauté de la dignité de la personne, enfin la primauté de la personne humaine se traduit assez bien dans ce test de ESG. Alors maintenant, deuxième point, à travers le prisme d'éclairer ces deux crises récentes, à travers le principe du bien commun. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, puisque, à nouveau, si je reviens à la théorie libérale classique, elle est quand même très centrée sur la recherche de l'intérêt individuel, qui se rencontrent dans de multiples transactions et les contrats, et c'est ça qui forme le marché, c'est ça qui forme le prix. Donc ça paraît aller à l'inverse du bien commun, et pourtant l'économie, et surtout la finance en l'occurrence, va pouvoir retrouver leur fonction d'intérêt social. L'argent est bien mauvais, mais il est bon serviteur. De la même façon, voilà, la finance doit être d'intérêt social pour être bon serviteur, parce qu'elle a une fonction économique. Alors, deux illustrations de cette contribution de la finance au bien commun. Alors d'abord, dans la recherche de lutter contre les inégalités économiques et sociales, puis je dirais évidemment un mot de finance et écologie. Est-ce qu'on peut s'interroger? On sait que dans le monde de la finance, comme on est proche de l'argent, je pense très bien rémunéré, on a des espérances de gains importantes. Est-ce que ça doit impliquer un creusement des inégalités ou au contraire, la finance devrait pouvoir servir des projets socialement inclusifs et participer à lutter contre l'exclusion. Il faut constater qu'il y a quand même un certain nombre d'initiatives dans la finance qui mettent en œuvre des mécanismes pour participer au bien commun à travers la lutte contre les inégalités économiques et sociales. On peut penser au fonds de partage, on peut... voilà, les fonds de partage, comment ça se traduit, c'est-à-dire le reversement d'une partie des gains, d'une partie des commissions de gestion, d'une partie des revenus au profit de l'association et d'œuvres à but non lucratif. Donc, il peut y avoir, et évidemment, donc ça c'est pour des œuvres caritatives, je reviendrai sur le principe de solidarité. Enfin, également, le principe de l'objet de la finance, c'est quand même d'aller de financer des entreprises qui contribuent à une plus grande croissance et à espérer une économie florissante. Maintenant, en matière d'écologie, c'est aussi ma conviction propre que la finance a un rôle clé pour jouer, pour accompagner la transition écologique et, comme dirait le pape François, pour la protection de la maison commune. De quelle manière? En accompagnant des sociétés qui souhaitent opérer leur transition vers un modèle plus durable, ou en finançant des projets durables, et ça c'est de manière positive, et puis à l'inverse, de manière
négatives, en excluant de leur champ d'investissement des sociétés qui, elles, ne permettraient pas de transition écologique. On voit se développer très largement des mécanismes d'exclusion. Je n'investirai pas dans des sociétés qui n'ont pas importante de leur chiffre d'affaires qui est lié au charbon, aux énergies fossiles, plus généralement. Voilà, c'est une manière pour la finance de participer à l'écologie et au bien commun. Donc là, on parle de l'ESG, c'est la contribution de la finance au peuple. Si on parle de bien commun maintenant, je pense que c'est nécessaire de parler du rôle des États. Je reviendrai, on a déjà dit un mot sur les réglementations, puisque l'État, les États sont évidemment des moteurs. Alors, dans une version laïque, on va dire, de la notion de bien commun, de garant de l'intérêt général, hein, mais force est de constater que les États ont un rôle important à jouer dans la recherche du bien commun. Et ces deux crises récentes, sont celles des subprimes de 2008 et puis la crise sanitaire, ont quand même remis au centre des questionnements autour du rôle des États. Depuis de nombreuses années, on avait tendance à penser déjà un mouvement, une quarantaine d'années, qu'il y avait un reflux du rôle des États, que l'État devait se cantonner à sa fonction de gendarme. On voit que ce soit après la crise des subprimes, ce sont quand même les gouvernements qui concevaient l'économie, ou en 2020, où il y a eu des mesures actives fortes qui ont été prises pour on va dire, sauver des vies. On peut constater un retour en force de l'État. Alors, le pape Benoît XVI avait déjà identifié cette évolution. Hein. Il disait dans Caritas in Veritate en 2009, la sagesse et la prudence nous suggèrent de ne pas proclamer trop activement la fin de l'État liée à la solution de la crise actuelle. Son rôle semble destiné à croître tandis qu'il récupère nombre de ses compétences. C'est un mouvement qui est amorcé depuis assez longtemps. Et Geoffroy en a dit un mot depuis la crise des subprimes, il y a eu un moment important de réglementation dans l'environnement bancaire, dans l'environnement de la gestion d'actifs, et puis plus récemment sur les questions de transition écologique. On va évoquer le terme de taxonomie. Et puis, sur des exemples plus récents, même on peut penser en France à la privatisation d'EDF ou à la taxe carbone aux frontières. Donc, retour en force de l'État pour essayer de mettre en œuvre ce principe du bien commun. Alors, quand on évoque le rôle de l'État, compliqué de ne pas évoquer le principe de subsidiarité, hein, qui est l'articulation entre le rôle de l'État, des institutions publiques, et puis celui de la société, civile. Et ce qu'on se constate à l'aune des crises de 2008 et de 2020, c'est que c'est quand même important de continuer de faire confiance en la créativité de la société civile, même si parfois elle peut avoir des dérives, même si l'État peut avoir un rôle important pour orienter les entreprises, mais on a besoin d'initiatives individuelles pour faire fonctionner l'économie et la finance. Toujours, je vais reciter Benoît XVI qui nous dit dans Caritas et in Veritate, il faut un marché sur lequel des entreprises qui poursuivent des buts institutionnels différents puissent agir librement dans des conditions équitables, à côté de l'entreprise privée tournée vers le profit et des divers types d'entreprises publiques
Il est opportun que les organisations productrices qui poursuivent des buts mutualistes et sociaux puissent s'implanter et se développer. C'est leur confrontation réciproque sur le marché que l'on peut espérer une sorte d'hybridation des comportements d'entreprise et donc une attention vigilante à la civilisation de l'économie. Et ça s'applique, je pense, assez bien à la finance. Alors, en France, avec notre tradition jacobine, parfois on a un peu du mal à penser le principe de subsidiarité. C'est un principe qui est dans les traités de l'Union européenne. Bon, force est de constater qu'il est souvent bafoué parce que on commence toujours par on constate qu'il n'y a pas d'harmonisation des règles, donc il faut harmoniser. Et je pense que le principe de subsidiarité, toujours aussi également pour rebondir sur ce que disait Geoffroy, à titre individuel, la manière dont on peut le lire, c'est qu'il nous rappelle le principe de responsabilité, que c'est au niveau individuel ou de nos entreprises, de nos groupes que se joue ce combat. Il ne faut pas attendre non plus trop de l'État, ou à l'inverse, on pourrait tenter d'être un peu défaitiste, en disant qu'on est soumis à un déterminisme systémique, c'est la loi du marché, ou la main invisible du marché qui réglemente tout. Non, c'est vraiment au niveau individuel que cette partie se joue. Et enfin, une manière de le faire jouer, notre rôle, c'est à travers le principe de solidarité. Alors, force est de constater qu'à nouveau, il va pas mal le principe de solidarité à l'inverse de la théorie économique libérale, qui nous dit que c'est l'intérêt individuel qui prime, intérêt individuel qui peut vite être égoïste et qui a quand même du mal à penser l'acte gratuit ou le don dans le domaine financier. Pourtant, que ce soit surtout la crise je pense, de 2020 nous rappelle combien la solidarité est une donnée qui s'impose, puisque quand les marchés s'effondrent, quand les entreprises font faillite, derrière, c'est sur des vies humaines que ça se joue. Et lors de la crise de 2020, on a quand même fortement vu l'expérience de vulnérabilité de nos sociétés et de nos entreprises. Voilà. Peut-être que je dirais un dernier mot, ça nous rappelle cette idée selon laquelle tout est lié, qui est largement une expression qui est largement reprise dans l'encyclique du pape François Laudato Si, et qui nous permet d'accompagner un mouvement de conversion, de recherche de l'éthique, dont Édouard peut nous dire un mot. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Père. Donc, les conversions. Nous sommes appelés à nous convertir. Alors d'abord, pourquoi se convertir? Quel est l'enjeu? Et en réalité, l'enjeu est immense. Il faut se rappeler la grande vision de notre vie. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Et donc, c'est ça qui doit nous guider et nous entraîner à faire le bien, à réaliser le beau et à être en recherche de cette vérité. Alors, nous serons tous jugés, chacun jugé par un jugement dit particulier. Ce sera notre grandeur à chacun et on sera jugé évidemment sur l'amour, sur nos actes dans l'amour. Et nous avons, pour réaliser donc ce bien, ce beau, cette recherche de vérité, nous avons deux vocations en tant qu'hommes. Une première vocation, la vocation centrale, c'est la vocation au travail. Et comme le dit le pape François, le travail nourrit l'homme.
eh bien, le travail moins la dignité de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons une deuxième vocation, la vocation de l'investisseur. L'investisseur permet le travail, donc par l'intermédiaire de son financement, et donc permet la dignité de l'homme. Donc, quand on a dit tout ça, eh bien l'objectif, c'est que l'homme se réalise et s'épanouit pour justement aller chercher cette vie éternelle et réaliser donc des actes d'amour. Première conviction importante dans le milieu de l'investissement, la finance est au service de l'économie et l'économie est au service de la personne humaine. Donc ça c'est central, évidemment, c'est du bon sens, et donc nous sommes tous amenés à réaliser un examen de conscience par rapport à cette conviction. Il faut évidemment rester sur cette trajectoire pour que cette finance serve le bien commun. Et en réalité, le bien commun, qu'est-ce qui est au cœur, c'est bien sûr la personne humaine. Donc, cette recherche de bien commun nécessite pour tous une conversion, et c'est une conversion qui doit être avant tout personnelle. Et c'est l'ensemble de ces conversions personnelles qui va nous amener à cette grande conversion collective. Alors, cette conversion passe par une première volonté expresse qui est de déterminer la finalité de nos investissements autrement que par le profit. Et ça, c'est essentiel. Il faut sortir de l'ornière de la finalité du profit. Il faut, et j'aime beaucoup l'expression qu'emploie Pascal André, que je reprends lors de cette conférence, il faut définanciariser les esprits, être sur un chemin de décontamination pour tous. Et donc, il faut aller rechercher avant tout, et ça, je pense, ça peut faire l'objet de votre conférence, il faut rechercher le juste profit. Donc, déterminer le juste profit. D'ailleurs, on a créé un groupe de travail en parallèle pour travailler cette question qui est centrale, pour que nous soyons dans un chemin de conversion de l'esprit, avec une phrase qu'on apprécie beaucoup chez Credo Lending, qu'on partage beaucoup avec beaucoup d'entre vous, cette phrase qui est centrale dans l'œil du regard sur l'investissement, c'est regarder d'un investissement d'abord ce qu'il apporte, avant de voir ce qu'il rapporte. Et si on prend cette phrase et on la met au centre d'un prisme de réflexion et d'analyse, eh bien, déjà, on a fait un bout de chemin dans cette conversion. Alors, cette définanciarisation des esprits entraîne une nouvelle logique de discernement, donc, c'est cette nouvelle finalité, le bien commun. Alors, le bien commun, j'aime bien cette définition du pape François que je vous propose. Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine, donc on est en plein dedans, avec des droits fondamentaux et individuels ordonnés à son développement intégral. Et parmi ces droits fondamentaux et inaliénables, il y a bien sûr l'eau, l'accès à l'eau, à l'alimentation, le logement, la santé, le travail, la sécurité, donc autant de biens nécessaires à la survie, mais, et c'est important, insuffisant pour permettre le développement intégral de la personne, son progrès moral et son épanouissement spirituel. Ça, c'est Paul VI qui vous le rappelle dans son encyclique en 1967, Populorum Progressio. Donc, pour s'épanouir, chacun a aussi besoin d'éducation, de culture, de paix sociale, de liberté religieuse. C'est précisément la réunion de ces conditions qui désigne le bien commun. Et Jean-Paul II nous rappelle ces termes, un bien qui permet aux personnes d'atteindre d'une façon plus totale et plus aisée leur perfection par la recherche du vrai, du beau et du bon. Donc on revient à la grande finalité de notre vie, c'est ces actes d'amour pour réaliser le beau, le bien et la recherche du vrai. Et donc, cette finalité d'investissement qui doit être le bien commun. Alors le bien commun, pour le préciser, c'est ce qu'appelle aussi Paul VI en 1967, ça date quand même, mais on reprend ces propos qui sont lumineux et on va dire prémonitoires, c'est servir le développement humain intégral. Et comment il définit ce développement humain intégral? Eh bien, c'est le développement de tout homme, donc il y a une certaine universalité, sans exclusion, et le développement de tout l'homme
dans son intégralité, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Alors, comment on peut définir l'ensemble de ces dimensions hein, pour que l'homme soit épanoui, soit réalisé? C'est son objectif sur Terre. Et donc, l'investissement doit permettre cette réalisation, ce tel épanouissement. Donc, dans toutes ces dimensions, comment on pourrait le définir? Eh bien, chez Credo et Libre, on définit cet épanouissement de tout l'homme à travers 5 épanouissements. L'épanouissement spirituel, l'épanouissement vertical, qui à notre sens est important et central. Et d'ailleurs, c'est Jean-Paul II qui disait que... c'est Benoît XVI qui disait dans Caritas et Veritate, eh bien, sans Dieu, l'homme, en gros, est perdu. Donc, l'épanouissement vertical, l'épanouissement spirituel est central. Vous avez l'épanouissement physiologique, on l'a vu avec la définition du bien commun du pape François, l'épanouissement par l'accès aux besoins physiologiques, donc eau, alimentation, logement, santé. Vous avez l'épanouissement évidemment intellectuel, donc tout ce qui est accès à l'éducation, à l'élévation de l'esprit. Vous avez l'épanouissement relationnel. Nous sommes tous des êtres interliés, donc nous avons tous besoin du chacun pour s'épanouir. Et puis, vous avez l'épanouissement dans son écosystème, l'épanouissement dans son environnement, l'environnement qui est autour du centre, qui est la personne humaine. Donc, toutes les problématiques, évidemment, d'écologie, d'environnement. Et donc, c'est ce 5e épanouissement. Et donc, à travers ces différents épanouissements, on peut définir ce qu'a voulu dire Paul VI dans ce développement humain intégral, donc qui doit être la finalité de nos investissements, donc à travers eh bien, cette quête du bien commun. Alors, ce discernement est possible, et ça c'est très important également, et ça revient à ce que disait Geoffroy sur notamment ce problème de la virtualité, c'est que cette finance doit être une affaire d'hommes et de femmes qui se regardent les yeux dans les yeux. Et donc, le circuit court pour ça est une vraie vertu. Il faut que eh bien, le financé soit en relation la plus étroite avec le financeur. Et évidemment, ça change tout, puisque quand vous avez le financeur qui discute avec le financé, ça permet déjà d'une part de comprendre ce qu'on finance, fondamental. Ça permet une certaine transparence. Et puis, ça permet un certain engagement, une certaine responsabilité de la part du financé vis-à-vis de son financeur. Et croyez-moi, ces rencontres eh bien, déjà permettent de rencontrer différents investisseurs et les financés. Et puis chez Credo et Libre, on a 2 événements centraux, des Credo Invest tous les mois, des rencontres donc mensuelles entre financeurs et financés. Et puis, une fois que l'investissement est réalisé, on continue avec des réunions annuelles sur le site du financé. Et ça change tout. Ça crée vraiment des belles relations vertueuses. Et ça amène aussi une un sentiment, on va dire, de fierté pour le financeur de ce qu'il a financé. Donc il faut retrouver la dimension du visage. Donc ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous impose avec cette virtualité. Et donc ces rencontres présentielles sont fondamentales. Et d'ailleurs, on peut reprendre les termes de Benoît XVI dans Caritas et Veritate qui parle de finance anonyme, déjà, de finance sans visage, qui est évidemment dangereuse, puisque une finance anonyme, comme pour les réseaux sociaux d'ailleurs, eh bien, permet toutes les tromperies. En finance, et c'est aussi une vertu qu'il faut absolument vivre, et il faut qu'on soit en vérité aussi bien avec le financeur qu'avec le financé. Donc il faut plus d'humain, il faut de l'humain plus, alors pas au sens transhumanisme évidemment, mais il faut vraiment que l'humain soit au centre de cette finance que l'on prône, cette finance dite intégrale. Vous avez compris pourquoi cette finance intégrale, puisqu'elle va à cette finalité du développement humain intégral, et donc elle nécessite de retrouver et de consolider les relations de confiance humaine dans l'acte d'investissement. Alors, la finance d'aujourd'hui eh bien, nécessite un sursaut anthropologique. Donc ça va au-delà évidemment du dogme financier, du couple qu'on connaît tous, qu'il faut évidemment toujours analyser, prendre nos risques, mais il faut aller plus loin que ça. Il faut regarder donc, en quoi sert l'investissement pour le développement de la personne humaine. Et donc, pour ce faire, il faut connaître la loi morale, donc ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc ça, il faut avoir un vrai discernement en vérité. Il faut aussi avoir une certaine formation. Alors ça tombe bien, puisqu'il y a ces réunions qui permettent de nous former. Il y a le cahier pro personnel, que vous connaissez sûrement, qui permet de se former. Il y a
ces journées, depuis cette année, des journées de la finance intégrale qui permettent de se former. On a eu celle du 12 juillet, on aura celle du 6 juin prochain. Et puis, il y a aussi un parcours de formation qui a été créé par l'initiative de Jean-Pascal André avec l'association Aura et Labora qui permet aussi de se former. Donc, on a le besoin de se former à cette anthropologie pour mieux analyser les investissements et donc leur finalité. Donc, la finance intégrale nécessite, vous l'avez compris, une formation humaine, une charpente humaine et une croissance dans les vertus. Et justement, ces vertus qui nous sont proposées, ces vertus notamment cardinales et spirituelles, théologales, comme on dit, nous aident beaucoup dans l'appréhension de ces investissements, de notre rôle d'investisseur. Rappelons ces vertus qui sont très structurantes. Vous avez la prudence, qui permet évidemment d'appréhender un investissement et de l'analyser donc au mieux, au plus juste. Vous avez la justice, on parlait tout à l'heure de juste profit, le juste prix, la force, donc garder le cap, il faut de la force, il faut le courage évidemment pour devenir un investisseur intégral. Et puis vous avez la vertu de la tempérance, de la maîtrise de soi qui est aussi essentielle. Donc, on a cité les vertus cardinales qui sont à vivre. Je vous d'ailleurs conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire le leadership vertueux d'Alexandre Gagnon-Navarre, qui est un lumineux dans le domaine des vertus. Et donc, vous pourrez creuser ces vertus qui aident réellement à avoir ce comportement extrêmement efficace et souhaité. Et puis, vous avez les vertus théologales, donc foi, espérance et charité. Et ce qui est intéressant avec cette deuxième vertu théologale, c'est l'espérance. Et bien, l'espérance nous pousse à l'amour. Et ça revient à l'introduction, rappelez-vous, on sera jugé sur l'amour. Et bien, la vertu de l'espérance nous pousse à l'amour, c'est-à-dire à vouloir le bien d'autrui. Parce que l'amour, tous tombés amoureux, l'amour déclenche quelque chose chez nous. L'amour fait sortir quelque chose, fait sortir de soi. Donc, parce qu'en vrai, dans une conférence, il y a pas longtemps, disait, je reprends ses propos, la plus grande innovation est celle qui viendra de l'amour. Je partage totalement. Donc, l'amour change la vie et cette vertu, l'espérance, va nous permettre, eh bien, en tant qu'investisseur intégral, de rechercher, au-delà de l'impact qu'on recherche actuellement, ce terme est partout, une fécondité qui nous dépasse, c'est-à-dire le vouloir le bien de la finance. Je terminerai par ces différentes conversions. Donc, vous avez compris, une finalité autre que le profit, une finalité bien commun, une finance de visage à visage, le sursaut anthropologique avec vraiment l'homme au cœur, et puis cette espérance qui nous conduit vers cette volonté de vouloir le bien d'autrui. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une approche de l'éthique en mode analytique, c'est-à-dire qu'on regarde les conséquences, on regarde l'investissement, et puis on va mettre une grille éthique pour voir en quoi l'investissement est bon ou bien, ou moins bien. Eh bien, si on est investisseur intégral, il faut qu'on change de prisme, et il faut qu'on soit réellement moral, qu'on soit dans une approche éthique de notre jugement, donc que nous ayons, entre guillemets, l'éthique chevillée à l'âme, et on aura un regard différent dès l'origine sur l'investissement et sur cette finance. Et ça va tout changer. Et on a la chance, en tant que chrétien, et d'ailleurs, on ouvre cette connaissance à tous, c'est universel, on a cette doctrine sociale de l'Église, dont je crois tout à l'heure parler avec ses différents principes, qui est un vrai guide, puisque rappelons-le, à l'origine de la doctrine sociale de l'Église, c'est nous donner un guide pour nous conduire sur le chemin de la sainteté, donc sur le chemin de la vie éternelle. Et donc, si nous sommes imprégnés de cette doctrine sociale de l'Église, si nous creusons, si nous l'intégrons dans notre logiciel de discernement, dans nos choix d'investissement, eh bien, nous serons un investisseur intégral et nous pourrons faire le bien, réaliser le beau et être en recherche de vérité. Alors, c'est tout un programme, mais soyez rassurés. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Très-Haut. Il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien, donc au moins, on est tranquille, on n'est pas tout seul. Et surtout, il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, regardons-le, suivons-le, écoutons-le et agissons. Merci. Merci.
tous les trois, nous allons partager chacun à notre manière les échos de ce que représente cette vocation d'investisseur, votre expérience professionnelle, tout ce que vous avez reçu dans la rédaction, en particulier de l'ouvrage collectif La vocation d'investisseur, comment vous êtes confronté dans votre vie professionnelle ou d'une manière plus générale, ce que vous observez dans la vie économique et financière, sur les tentations auxquelles l'investisseur est confronté. Et on sait que le défi d'une tentation, c'est justement de ne pas y succomber, d'avoir suffisamment de force pour ne pas poser l'acte que la tentation suggère, et souvent qu'elle suggère avec insistance, avec persévérance, avec récurrence même. Donc il s'agit d'avoir cette force intérieure qui nous permet de ne pas succomber à la tentation, mais toute tentation est une invitation à aller plus loin intérieurement dans notre réflexion intellectuelle, dans notre manière d'agir, implique effectivement d'aller plus loin dans une conversion personnelle qui est appelée à devenir un témoignage aussi pour les autres. Sujet difficile et les tentations, il y a les tentations d'un certain moment, de l'époque des subprimes par exemple, et les tentations à ce moment-là, il y en a aujourd'hui avec la crise dont Geoffrin nous a parlé dans les cryptoactifs, etc. Il y en aura toujours évidemment des tentations. Nous le savons, nous ne rêvons pas d'un monde où il n'y aurait aucune tentation, tout serait parfait, tout serait beau. La réalité de la vie est ainsi faite que les tentations sont là, elles varient, elles se transforment. À un moment donné, elles sont de telle couleur, et à un autre moment, elles sont d'une autre couleur. Il s'agit pour nous d'avoir toujours le discernement qui nous permet de ne pas succomber justement à ces tentations, parce que nous les voyons devant nos yeux. Nous sommes donc lucides. Et je pense qu'il y a besoin de cette lucidité qui nous permet de ne pas être trop vulnérables face à la tentation, même si nous sommes très conscients que nous sommes fragiles et vulnérables. Mais la lucidité nous permet de ne pas être aveuglés et de nous tromper du premier coup, si je puis dire. Donc cette lucidité qui implique pour nous une vraie responsabilité à assumer. Et j'abonde dans ce que disait Édouard à la fin sur la nécessité, je pense pour tous, quel que soit notre âge et notre responsabilité, de se former, de continuer sans cesse à se former, à réfléchir, à échanger, à lire, à creuser les questions et les problématiques, justement pour être plus libre, plus lucide face à la réalité à laquelle nous sommes confrontés et qui, en plus, change très rapidement. Et pour que nous soyons dans le coup, il faut que sans cesse, nous soyons dans cette forme de discernement. Donc voilà, merci beaucoup à tous les trois de votre intervention. Je vous rappelle, je ne peux que vous conseiller de vous mettre à la lecture encore et encore, en particulier à lire La vocation d'investisseur à la lumière de la vie sociale de l'Église, si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez trouver ça dans les librairies et puis sur le site de l'éditeur qui est Salvator. Vous pouvez commander dans leur boutique en ligne. Je vous invite aussi, alors je ne sais pas bien si ça a marché au final, je ne sais pas si nos amis en web conférence ont dit que ça a marché. Je crois qu'au début c'était un peu plus compliqué, donc pardon pour les problèmes techniques. Mais je pense qu'on pourra bien retrouver l'échange de ce matin sur le site proclero.com et aussi sur le site de la radio Notre-Dame, qui est partenaire de ces conférences. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours recevoir les cahiers ProPersona simplement en mettant votre adresse mail sur le site propersona.fr. Les 2 derniers cahiers, chaque mois il y a un cahier qui sort. Les 2 derniers là, qui sont sortis, un c'est sur le sens du travail, quel est le sens du travail, sujet particulièrement important aujourd'hui avec toutes les transformations du monde du travail, en particulier suite à la crise du Covid, le télétravail, etc. Quels sont les critères de discernement qu'on a en amont de toutes les problématiques du travail. Donc un cahier important, me semble-t-il, quel est le sens du travail, et puis le petit dernier qui vient de sortir sur l'homme est en crise
où cela se voit-il, pour essayer de réfléchir aux problématiques de la crise anthropologique du moment. Voilà, quelques clés de discernement là aussi. Édouard l'a dit tout à l'heure, il y aura une deuxième journée de la finance intégrale. On a eu la première le 2 juillet, la prochaine sera le 6 juin. Donc merci de noter dans l'agenda et garder le 6 juin de 14h30 à 22h30. Une bonne après-midi, une soirée pour la finance intégrale, ce sera à Paris. Prochaine conférence Procléro, 14 mars, là aussi vous pouvez noter, ici même à 8h30. Et nous accueillerons pour cette conférence Procléro Anne de Guigné, journaliste au Figaro, auteur d'un livre intitulé Le capitalisme woke. Elle nous partagera les résultats de ses investigations et de ses réflexions, son enquête sur cette question de l'impact en fait, du wokisme sur le monde de l'entreprise. Livre très intéressant, si vous ne l'avez pas encore lu, je peux que vous le recommander. Hein, ça va être très instructif pour mieux comprendre ce qui se passe dans nos sociétés et dans nos entreprises. Parfois, on peut être un petit peu lointain de ces problématiques qui nous viennent d'outre-Atlantique, mais qui sont très présentes, qui le seront de plus en plus certainement. Il vaut mieux être averti et bien comprendre ces mécanismes. Voilà, nous sommes au début de l'Avent, mais je pense qu'on n'aura pas nécessairement l'occasion de nous retrouver d'ici là. Donc je vous souhaite tous un beau et saint Noël, avec plein de joie spirituelle et plein de joie familiale. Et puis on se retrouve le 14 mars pour écouter Anne de Guigné. Bonne journée à tous, merci, et merci encore à vos intervenants du jour.